Bonjour, je m'appelle Philippe Marlière, je suis professeur de sciences politiques à University College London, qui est l'une des universités de Londres. Alors vous arrivez tout juste de Londres, vous êtes venu en Eurostar. C'est quoi la véritable situation du transport ferroviaire en Angleterre? Ici en France, on parle d'un système magnifique. On a une très belle grève d'abord, parce que pour venir de Londres, ça a été difficile. Il y avait un seul train, donc comme c'était un voyage qui était prévu depuis longtemps, je l'ai pris, mais plusieurs d'entre eux ont été annulés. Donc on voit que c'est une grève qui touche aussi au réseau franco-britannique. Mais le réseau britannique, je crois que ferroviaire britannique, il faut effectivement l'étudier de près avant de commettre quelque chose de grave et de négatif en France, notamment la privatisation. Puisque c'est ce qu'on a en Grande-Bretagne depuis 1997. Cette privatisation s'est faite sur une période de 3 ans, à la fin du gouvernement travailliste, juste avant l'élection à la fin du gouvernement conservateur, pardon, juste avant l'élection de Tony Blair. Et je crois qu'il y a tout lieu de penser que les Britanniques en sont extrêmement mécontents, puisque tous les sondages depuis cette période montrent de façon très, très claire que les Britanniques sont contre cette privatisation. 60% des Britanniques visiblement seraient favorables à une renationalisation du ferroviaire. C'est pas du tout dans les intentions de Theresa May, je suppose. Absolument pas. Mais c'est dans les intentions de Jeremy Corbyn, qui est le leader de l'opposition travailliste, qui, si son parti gagne la majorité, effectivement s'engagerait à renationaliser le réseau ferroviaire. Donc ce serait véritablement une mesure qui serait populaire. Vous connaissez bien l'Angleterre. Il y a du Thatcher en Macron? Oui, il y a du Thatcher, il y a du Tony Blair, n'allons pas si loin. Enfin, en quelque sorte, le verre était dans le fruit social-démocrate. Tony Blair, dès le milieu des années 90, a fait ce que Hollande a fait une quinzaine d'années plus tard. Est-ce que Macron continue? Je crois que le néolibéralisme n'est pas simplement de droite. On l'a connu depuis une vingtaine d'années, à commencer par la Grande-Bretagne, au sein de la social-démocratie. Et comment est-ce qu'est perçue justement la mobilisation, vous venez d'en parler, la mobilisation qui est en train de naître en France, comment elle est perçue outre-Manche? Mais elle intéresse, on commence à voir les médias britanniques en parlent avec intérêt. Je crois que ça fait d'autant plus réfléchir aussi sur la situation qui prévaut en Grande-Bretagne, c'est-à-dire sur l'état assez pitoyable du réseau ferroviaire, qui est assez inefficace, qui est cher. Et effectivement, on voit que les Français sont prêts à se battre pour défendre un modèle d'exploitation du système ferroviaire qui n'est plus celui de la Grande-Bretagne. Donc je crois qu'il y a de l'intérêt. Et politiquement, la gauche britannique, effectivement, espère en tirer sa Regarde de près ce qui se passe en France. Et vous, l'intellectuel, le militant aussi, comment vous jugez le mouvement naissant, 50 ans après 68 notamment? Mais oui, c'est très bien que 50 ans après mai 68, nous y serons dans 2 mois, effectivement, il y ait une recrudescence des mouvements sociaux, à commencer par ce qui se passe autour des cheminots, mais pas simplement les cheminots, c'est aussi Air France, les universités, et oui, qui sont, on le sait en France toujours, un catalyseur un peu des luttes. Lorsque les étudiants se mettent en grève et occupent les universités, le pouvoir prend peur. Donc je crois que oui, les choses vont dans le bon sens. Tout simplement, je crois que Macron est au pouvoir depuis moins d'1 an et ses politiques, ses réformes économiques et sociales sont tellement antisociales et maintenant impopulaires qu'effectivement il y a un retour du bâton. Et comme il y a eu un retour de bâton très tôt avec Sarkozy puis Hollande, je crois que c'est la même persistance, la même persévérance dans l'échec et dans des politiques qui sont impopulaires. Vous êtes un spécialiste aussi des gauches radicales européennes. L'opposition de gauche en France, comment vous la jugez? Vous la trouvez efficace, suffisamment forte? Ou au contraire, je ne sais pas. Je crois qu'il est difficile d'être satisfait de l'état de la gauche en France. Si on parle de la France pour commencer, cette gauche française me semble extrêmement fragmentée et la fragmentation n'est pas bonne. Je ne parle pas nécessairement de retourner à une forme, une conception de l'unité telle qu'on l'a connue dans les années 70 avec le programme commun ou la gauche plurielle après. Ce n'est pas ça. Il faut, pour chaque époque, envisager des scénarios et des formules qui lui conviennent. Mais actuellement, regardez, le parti dominant, non pas hégémonique, mais dominant à gauche, la France Insoumise, stagne entre 15 et 20%, et plutôt près de 15% pour ce qui est des élections législatives que 20%. Ce n'est pas suffisant pour espérer prendre le pouvoir électoralement. Donc il y a un problème, effectivement, pour ces gauches, et surtout il y a un deuxième problème qui est celui de faire passer un message en positif, parce que je crois que cette gauche est avant tout réactive, réagit effectivement pour défendre ce que j'appellerais les conquis sociaux historiques,
telle que sur la SNCF en ce moment par exemple, mais je pense qu'elle doit encore, telle que la gauche conquérante des années 70 a su le faire, c'est-à-dire proposer, développer un programme oppositif. La grande idée des années 70, c'était la nationalisation d'entreprises, ce n'est plus à l'ordre du jour, mais il manque encore une grande idée pour faire converger cette gauche qui, on l'a bien vu, avec les deux candidatures Mélenchon et Hamon, avaient de nombreux points communs. Elles avaient aussi des divergences, notamment sur l'Europe, mais aussi avaient des points communs sur le plan social et économique. On vous a vu très critique à l'égard de Jean-Luc Mélenchon ces derniers temps. Il vous a déçu? Je vais commencer par lui d'abord insatisfait, qui est celui qu'il a mené une grande campagne en 2017, dans des circonstances certes assez exceptionnelles et qui lui étaient favorables. L'effondrement du Parti socialiste, ça n'arrive pas tous les jours, et le fait qu'un candidat tout à fait honorable qui était Hamon pour le PS, qui était un candidat venant de la gauche, qui était historique quand même, évidemment a été torpillé immédiatement par son propre parti, et puis tout simplement le sigle PS était contaminé, n'était plus crédible, donc il pouvait s'agir d'Hamon ou de toute autre personne, le résultat ne pouvait être mauvais, et moi-même je ne l'ai pas vu venir, comme tant de commentateurs à l'époque. Donc Mélenchon a su bien exploiter cela, il a su aussi bien rassembler un électorat traditionnellement de gauche, sociologiquement, qui depuis plusieurs années faisait défaut à la gauche, je pense notamment aux jeunes et à l'électorat populaire. Ça, il l'a très bien fait. Malheureusement, il a échoué. On ne peut pas dire qu'il a gagné, et on l'a bien vu lors de l'élection législative qui a suivi. L'éclatement de la gauche dont je parlais il y a un instant a été quasi fatal. Il n'a pas été bon, puisque la gauche a lourdement perdu. Mais souvenez-vous du premier tour de l'élection législative, les résultats étaient très très inquiétants pour la gauche. Il a fallu un sursaut d'un électorat unitaire de gauche, plus unitaire que ne le sont les appareils politiques et les dirigeants, pour sauver un petit peu la casse. Donc c'est le reproche essentiel que je fais à Mélenchon, c'est qu'il pense, à mon avis à tort, qu'il peut, autour de sa personne et de son mouvement, essentiellement de sa personne je dirais, rassembler la gauche. Je ne crois pas, la gauche est sur un plan politique, idéologique, culturel, pluriel. Il faut en tenir compte, il ne faut pas brusquer les appareils et les personnes, les électeurs. Et je pense que sur ce plan, il doit faire quelques progrès. Et la gauche européenne, avec la gauche radicale française, Jérémy Corbyn en Angleterre, Pablo Iglesias en Espagne, le bloc de gauche au Portugal aussi, la gauche radicale en Grèce. Il y a une opportunité, selon vous, pour la gauche de gauche, comme le disait Bourdieu, d'exister et de peser en Europe? Oui, mais dans ce panorama que vous venez de dresser assez rapidement, je crois qu'il y a des partis venant d'horizons assez différents. Vous avez parlé à la fois de partis traditionnellement venant de la gauche, anticapitaliste ou de gauche, tel Syriza jusqu'à son accession au pouvoir en 2015, mais aussi vous avez nommé les Portugais qui sont des sociodémocrates, certes radicalisés, mais sous la pression assez originale d'un gouvernement avec le PC et la gauche Bloco Esquerda, qui est l'équivalent d'Ensemble ou ici en France. Et ce sont donc des formations venant d'horizons différents. Et je crois que ce qui montre une chose, c'est qu'il n'y a pas, on ne sait pas aujourd'hui, on est dans une période de transition, finalement, quel sera le paysage de la gauche dans quelques années. Puisqu'on voit que dans certains pays, la gauche social-démocrate, et c'est une donnée nouvelle, s'est effondrée. C'est le cas de la France, c'est le cas de la Grèce évidemment, c'est le cas de l'Allemagne pour le moment. Peut-être dans une moindre mesure de l'Espagne, quoique le PSOE finalement résiste, mais ce n'est pas le cas du Portugal. Donc on voit, et ce n'est pas le cas non plus évidemment du Parti travailliste britannique. Donc c'est assez hétérogène comme paysage. Et on voit que finalement, là où les partis sociodémocrates sont en chute libre, sont là où les gouvernements sociodémocrates ont géré le pays pendant quelques années, où les choses se sont très mal passées, on menait des politiques de droite en gros. Et je crois que c'est le grand enseignement qui est tout à fait élémentaire pour la suite. C'est-à-dire là où il y a le Parti social-démocrate montre son utilité sociale en tenant un cap social-démocrate véritable, eh bien il résiste. Donc voilà pour le moment où nous en sommes. L'Europe, elle risque de renforcer justement le clivage à gauche? Oui, malheureusement, je crois que c'est véritablement un problème, la question européenne. Et c'est un problème. Et la question migratoire peut-être aussi? Oui, c'est un autre problème, une autre nature, qui sont d'ailleurs assez qu'on peut rassembler autour, puisque l'Europe est quand même une zone non seulement d'échange, de marché, de zone économique, mais aussi une zone finalement de passage et d'immigration, ne serait-ce qu'interne.
Et on voit finalement des gouvernements, y compris des gouvernements de gauche, des partis de gauche maintenant, qui ont un petit peu des politiques ou des prises de position assez conservatrices sur cette question, assez étonnantes. L'Europe, ça ne devrait pas être la question, puisqu'effectivement, au nom d'un internationalisme, la gauche ne devrait absolument pas être europhobe ou contre l'Union européenne. Effectivement, il y a tant à redire de cette Union européenne. Et moi-même qui menais campagne avec des camarades en France et en Grande-Bretagne, en France en 2005 contre le traité constitutionnel, on voit que nous sommes passés à un autre échelon maintenant. Cette fois-ci, ce n'est plus le rejet d'un document, d'un traité, mais c'est tout simplement la volonté d'en finir avec l'intégration européenne. Et ça, c'est plus inquiétant parce que on a maintenant quelques éléments de comparaison. On a notamment le Brexit, qui est arrivé en Grande-Bretagne, et on voit que finalement une sortie de l'Union européenne, parce que là c'est au-delà, c'est le stade supérieur, ce n'est même pas une sortie de l'euro, les Britanniques n'y étant pas, c'est une sortie de l'Union européenne. Et on voit que cette sortie, eh bien, il n'y a pas eu de sortie à gauche, c'est une sortie à droite toute, une sortie qui va amener davantage de dérégulation économique, et une sortie qui a ouvert une boîte de Pandore du racisme et de la xénophobie, qui était finalement pas aussi présent que ça en Grande-Bretagne jusqu'alors. Donc il n'y a pas de progrès là sur une sortie. Donc il faut effectivement bien réfléchir à gauche avant de prôner des politiques anti-migratoires, avant de prôner un discours aussi ouvertement, obsessivement anti-européen, avant de parler de souverainisme, avant de parler de patriotisme ou de nationalisme comme étant des valeurs autant de gauche que de droite. Il y a une forme de confusionnisme qui me fait un peu peur. Et je crois que la gauche doit finalement, entre deux situations intenables, c'est-à-dire rester dans l'Union européenne ou en sortir, peut-être faut-il par précaution décider d'y rester, qui est également une situation intenable étant donné les contraintes démentielles qui pèsent sur les gouvernements, mais au moins pour faire ce que la social-démocratie n'a pas fait et aurait dû faire ces 20 dernières années, c'est-à-dire une fois au pouvoir, eh bien, véritablement réorienter l'Europe autrement. C'est ce qu'attendent les peuples. Donc ça n'a pas été fait et je crois que ça reste, selon moi, même si c'est un combat extrêmement compliqué et aléatoire, ça reste le combat pour la gauche, qu'elle soit radicale ou social-démocrate. La gauche, on l'a vu aussi la semaine dernière, est souvent accusée d'antisémitisme. Jérémy Corbyn fait aussi l'objet de critiques identiques en Angleterre. On l'accuse de ne pas être suffisamment ferme avec l'antisémitisme. C'est justifié, selon vous? La gauche a un vrai problème avec cette problématique, cette question? Je crois qu'il y a un problème culturel autour de l'antisémitisme. On n'accuse pas d'abord Corbyn d'être antisémite lui-même, personne ne l'a fait, ce n'est pas le cas. Simplement, on l'accuse d'être indifférent, maladroit par rapport à cette question. Et ça fait 2 ans au minimum que ça dure. Tout simplement dans ses réactions par rapport à certaines expressions antisémites au sein de son parti, ça existe. Le débat aujourd'hui est extrêmement tendu autour du couple antisionisme-antisémitisme. Évidemment, une critique d'Israël et de sa politique de colonisation et aussi de sa politique du traitement de la population palestinienne qui est en tout point scandaleux et attentatoire aux droits humains est tout à fait recevable et nécessaire en général. Mais ce n'est pas un prétexte qu'on trouve parfois chez certains pour pousser cette critique d'Israël vers un discours qu'on pourrait estimer excessivement virulent par rapport à tout ce qui touche aux intérêts israéliens. Et c'est pour ça que l'antisionisme, moi j'ai une position qui est peut-être un peu minoritaire et marginale dans la gauche, qui est de dire que l'antisionisme est un combat dépassé. Pourquoi? Je vais expliquer rapidement. L'antisionisme voudrait dire qu'on serait contre finalement l'existence d'Israël, c'est-à-dire on est contre la réalité qui est implantée sur le terrain depuis plusieurs décennies d'une existence d'un État. Est-ce que cette existence d'Israël est remise en cause par la majorité des pays arabes qui entourent Israël aujourd'hui? Ce n'est plus le cas. Ça a été le cas par le passé, ce n'est plus le cas, à commencer par l'autorité palestinienne. Donc je crois qu'il y a continuer sur ce combat antisioniste obscurcit un petit peu un débat qui devrait être beaucoup plus clair, qui est de condamner le colonialisme, l'impérialisme israélien, des gouvernements israéliens, et non pas d'essayer de stigmatiser et de trouver, à travers les Israéliens en général, ou les Juifs par extension, une espèce de bouc émissaire à travers lesquels certaines voix antisémites peuvent s'exprimer. Voilà dans ce sens où je pense que se déclarer, se dire antisioniste aujourd'hui, notamment à gauche, ne porte pas.
Israël, qu'on aime ce pays ou pas, on se doit de critiquer le rôle des gouvernements israéliens successifs, est un pays qui ne va pas disparaître demain. Donc il faut dont acte, et je crois qu'il faut adapter un discours à la réalité sur le terrain, et peut-être de cette façon, la défense du peuple palestinien qui a besoin d'être défendu en sera plus effective. Hier, nous recevions Azzedine Taibi, il est le maire de Stan, en Seine-Saint-Denis, et il vous a posé une question. Il vous demande comment au Royaume-Uni, la question de la radicalisation se manifeste-t-elle, et surtout comment elle est prise en charge par les institutions? Alors la question de la radicalisation, c'est une question qui est venue sur le devant de la scène politique et surtout médiatique assez récemment, mais encore plus récemment en Grande-Bretagne qu'en France. Je me souviens que si on regarde un petit peu la longue histoire des attentats terroristes en France, ça débute dès les années 80, et les Britanniques avaient tendance à regarder cela d'un peu de haut lorsqu'ils se penchaient sur la situation française en disant tout simplement vous payez là les relents, l'après-coup de votre politique coloniale. Et une mauvaise intégration de vos populations issues de l'immigration et des ex-pays colonisés. Aujourd'hui, évidemment, il y a eu de l'eau est passée sous le pont, comme on dit, et les Britanniques connaissent aussi ce problème du terrorisme. Donc, oui, il y a effectivement des politiques qui ont été déployées, notamment après les attentats de Londres dans le métro en 2005, qui sont tout simplement, essentiellement autour des mosquées dites à risque. Donc on a effectivement un contrôle beaucoup plus policier de ces mosquées. Et puis la volonté effectivement de faire œuvrer au niveau, dans le tissu associatif, les personnes pour qu'elles soient, ce sont finalement des phénomènes politiques qu'on trouve dans tous les pays. Il n'y a pas de recette, mais surtout, je crois, une présence policière accrue, dans le renseignement aussi. Et on sait que la Grande-Bretagne prend évidemment cette question de la radicalisation tout à fait au sérieux. Et finalement, oui, il y a eu des attentats, il y en a eu quelques-uns, probablement moins qu'en France, moins meurtriers, mais je crois que c'est une réalité aussi britannique. J'ai une dernière question, Philippe Malière. Rokhaya Diallo, poussée à la démission après avoir été nommée au Conseil national du numérique. La jeune Ménel, poussée à l'abandon après avoir porté un foulard à la télévision dans The Voice. Yacine Bellatar, récemment encore insulté sur les réseaux sociaux et dans la presse aussi, après avoir été nommé au Conseil présidentiel des villes. Qu'est-ce que ça dit de l'état de notre société ? C'est très préoccupant. Je crois que ça montre surtout qu'il y a une grande peur de la diversité dans ce pays. Et je crois que c'est mal. Et c'est un phénomène culturel avant tout. La peur de la diversité, c'est parce qu'on ne la connaît pas, la diversité, on ne l'accepte pas. Et je crois qu'il serait aussi un grand chantier de la gauche, serait un grand chantier positif. Quand je disais tout à l'heure qu'il fallait avancer quelques idées fortes, pas beaucoup, c'en serait un selon moi. Et finalement, de reconnaître, et encore une fois, je vais être un petit peu légèrement provocateur ici, en disant que la société française est aussi multiculturelle, et évidemment multiethnique que la Grande-Bretagne ou la plupart des grandes nations européennes. Donc il faut en prendre compte, et au lieu de voir ce multiculturalisme comme un danger potentiel par rapport à la peur du communautarisme, etc., ou au contraire voir ça comme une force. La population française reste jeune, et au sein de cette population, il y a effectivement une forte population venant de minorités, les populations racisées, comme on dit. Et je crois que, vu de l'extérieur, notamment, je sais que là où j'habite, les personnes qui aiment la France, les Britanniques qui aiment la France et qui la connaissent, se posent parfois des questions, sont assez perplexes. Comment un pays aussi dynamique, sur le plan culturel, sur le plan de sa diversité, peut traiter aussi mal ces minorités ? Et je crois que c'est un problème politique et culturel. La gauche, malheureusement, n'a pas eu historiquement les réflexes et peut-être les outils conceptuels pour penser cette diversité d'une manière adéquate, c'est-à-dire de toujours voir lorsqu'une tête dépasse en quelque sorte un problème par rapport à l'identité nationale, alors que tout simplement, on peut très bien vivre ensemble, donc sans fragmentation de la communauté nationale, tout en laissant la diversité s'exprimer à tous les niveaux, voire même en la favorisant. Parce que si vous apaisez la situation en permettant à chacun de vivre, de se vêtir comme il l'entend, eh bien finalement la situation sera beaucoup plus détendue en général, et c'est tout bête, c'est une forme de pragmatisme qu'on trouve évidemment sur le terrain davantage en Grande-Bretagne qu'en France, qui fait que
ces actes désagréables quotidiens de racisme, d'ostracisme ou de tension existent moins. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas, mais existent moins. Et je crois que c'est possible pour la France. Je suis assez pessimiste sur le court terme, mais je pense que les générations qui viennent seront plus ouvertes à ça. Cette question lancinante en France des signes religieux, notamment du hijab, parce que lorsqu'on parle de signes religieux en France, c'est une focalisation sur le hijab. Vous avez publié une tribune récemment sur le hijab. Oui, je pense qu'il faut, dans tous les cas, défendre le choix des femmes. J'ai écrit récemment qu'il fallait défendre les Iraniennes qui souhaitent retirer, qui ne veulent pas porter le hijab que le gouvernement leur impose là-bas, au nom de leur autonomie, de leur liberté et du choix qu'elles veulent faire. Pareillement, en France, si certaines personnes veulent porter le hijab, quelle que soit l'opinion qu'on puisse avoir de ce geste, de ce vêtement, eh bien, doit être respectée, au nom même de l'autonomie. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et je crois qu'il y a des grandes professions de foi féministes, des grandes professions de foi républicaines en France, puisque tout tourne autour de ces notions, des grandes professions de foi laïques, moins de grands discours, plus de pragmatisme, plus d'attention, volonté et à ce qu'expriment les femmes elles-mêmes. Ne pas porter le hijab ou le porter. Je pense que c'est une bonne philosophie de vie et on apaise. Je crois que la France a beaucoup besoin d'apaisement et sur ce plan. Merci beaucoup Philippe Marlière. Demain, Pablo Pio-Vivien recevra la syndicaliste de la CGT, Sophie Binet, qu'on retrouvera d'ailleurs juste après son rendez-vous au ministère du Travail. Vous avez une question pour elle ? Oui, alors une question un peu candide d'un Britannique d'adoption qui est, moi je suis membre d'un syndicat enseignant en Grande-Bretagne, qui est lui-même membre d'une structure fédérale qui s'appelle le TUC, et des camarades syndiqués britanniques, des collègues me posent souvent la question d'ailleurs, comment se fait-il qu'avec un taux de syndicalisation assez bas finalement en Europe, pour un grand pays comme la France, ce paysage syndical français reste-t-il si fragmenté en France? Est-ce que véritablement ce sont pour des vraies raisons politiques ou y a-t-il d'autres raisons? Et ne peut-on pas espérer justement, alors qu'il s'agit avec toutes ces grèves de sauver un modèle social français qui est aujourd'hui finalement largement en péril, n'y a-t-il pas un moyen de trouver, de rassembler ses forces et parts? Alors finalement il y a des différences entre les syndicats, mais est-ce que cette fragmentation est-elle justifiée aujourd'hui? Alors je transmettrai la question, enfin Pablo Pio-Vivien lui transmettra la question. Merci beaucoup.